on est une association scientifique qui promeut le bien-être animal et qui s'occupe de resocialisation. On est très porté sur le bien-être social et on fait de la sensibilisation auprès du jeune public avec des animations à l'éthologie, des ateliers d'initiation à l'éthologie afin que les jeunes publics, au lieu d'avoir envie de toucher, d'agresser ou de donner à manger aux animaux, apprennent à les observer et comprennent que c'est beaucoup plus enrichissant. Et après, on espère aussi un transfert vers la faune sauvage avec un plus grand respect de la faune sauvage et toujours des capacités d'observation de plus en plus développées. Donc on fait des petits stages, des sites d'animation avec les centres culturels ou les écoles. Et Anne-Sophie, qui est ici présente, nous vient de Caen. Elle est maître de conférence à l'université en éthologie. On est beaucoup des éthologistes dans l'association. Et elle a développé une réflexion sur l'anthropomorphisme dans la littérature jeunesse, justement pour voir les conséquences que ça a sur la perception que le jeune public, et après ce jeune public devenu adulte, va avoir des animaux et à quel point cette perception va être déformée. On se permet de filmer la conférence parce qu'il y a pas mal de monde qui n'ont pas pu venir et qui nous ont demandé de garder une trace. Donc après on la remettra sur la chaîne YouTube de l'association. Voilà, merci beaucoup Enso d'être venu et je vous cède la parole. Merci à tous d'être venus. Donc pour vous situer un peu plus précisément le contexte, donc je suis enseignante chercheuse en éthologie à l'université de Caen. Donc j'enseigne l'éthologie à différents publics. J'enseigne l'éthologie à des étudiants en biologie. C'est un public qui en général est relativement acquis à ma cause. J'enseigne l'éthologie à des étudiants de psychologie. Ils sont curieux. L'éthologie, ils comprennent. C'est une discipline qui puise un petit peu ses sources dans la psychologie comparée. Et j'enseigne aussi l'éthologie à des étudiants en sciences de l'éducation. Alors là, ça passe. En première année de sciences de l'éducation, le comportement animal, pourquoi je viens leur parler d'animal, ils vont travailler dans le social, ils vont travailler auprès d'enfants. Donc, c'était pas gagné. Donc, j'ai fait des recherches, je me suis dit, voilà, le travail d'un enseignant, c'est d'enrichir des connaissances, c'est de former, c'est de transmettre un savoir. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai essayé de voir comment on pouvait croiser l'éthologie et les sciences de l'éducation. Et c'est comme ça que petit à petit, comme l'anthropomorphisme, je vais vous en parler, est une question qui est centrale dans l'étude du comportement animal, j'ai essayé de faire le pont entre l'éthologie et les sciences de l'éducation, en particulier dans le domaine de l'enseignement. Donc je ne suis pas psychologue, je vais très modestement vous relater, vous parler d'études qui ont été faites par des psychologues du développement. J'ai bénéficié de l'aide d'étudiants de 3e année de psychologie qui ont fait un travail d'études et de recherche sur cette thématique-là. Donc on a essayé de fouiller la littérature pour voilà, savoir ce qu'on connaît, l'état des lieux de ce qu'on connaît dans le domaine. Donc les médias sont beaucoup utilisés chez les enfants, que ce soit les livres, bandes dessinées, livres d'images, dessins animés, télévision, dans le but d'apprendre, c'est un intérêt éducatif pour l'enfant, donc dans le but de leur apprendre des faits, des concepts, des valeurs, leur permettre de développer leur imagination. Et l'idée derrière ça, c'est qu'ensuite ils puissent l'appliquer, ils puissent transférer ces connaissances à la vie réelle, dans la vie de tous les jours. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment ils font le pont, comment est-ce qu'ils réinvestissent des connaissances qu'ils auraient apprises au travers des ouvrages dans leur vie de tous les jours, dans ce que j'appelle la vie réelle. Donc des ouvrages, il y en a sur les étagères de tous les enfants en âge préscolaire. Donc les études dont je vais vous parler concernent surtout des enfants de maternelle, un petit peu d'élémentaire, mais vraiment des enfants avant l'âge de la lecture, entre 3 et 5 ans essentiellement. L'utilisation des animaux dans la littérature ne date pas d'hier. Et initialement, cette littérature n'était pas destinée aux enfants. Donc le premier, celui à qui on a attribué la paternité des fables, c'est Ésope.
C'est un écrivain grec d'origine phrygienne qui, oralement, racontait des histoires dont les personnages étaient des animaux. Donc ça venait sans doute des observations qu'ils pouvaient faire des animaux dans leur milieu naturel. Donc ça remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est quelque chose de très loin. Les fables existaient sans doute avant Ésope, mais c'est vraiment lui qui a marqué l'histoire de la fable, et c'est le père fondateur des fables. Donc c'est une tradition orale, la fable était d'abord une tradition orale. Ces fables ont été ensuite écrites, transcrites à l'écrit par plein d'auteurs. Il y a eu, je ne sais plus combien, je crois des milliers de retranscriptions de ces fables, jusqu'à 1500 ans après son époque, puisque son héritier un petit peu plus connu de tous, c'est Jean de La Fontaine, qui n'a fait que s'inspirer de ce que Ésope avait raconté, et sans doute d'autres avolus. Donc il se servait des animaux pour instruire les hommes. Alors là c'est des hommes avec un petit H, parce qu'à l'époque on disait des hommes-femmes avec un petit H. Il utilisait les animaux pour instruire les humains, les hommes et les femmes, peut-être sans doute à l'époque plutôt les hommes même. Et donc je vous disais, ça venait sans doute d'observations en milieu naturel. Alors le souci de La Fontaine, ces fables sont très populaires, elles ont traversé les années. On les apprend encore aujourd'hui à l'école. S'il y a des enseignants ici, c'est le corbeau, le renard, c'est un des grands classiques. Le problème, c'est que ces histoires initialement faites pour l'humain, pour railler certains traits humains, pour essayer d'instiller de la morale dans la vie de tous les jours, ces ouvrages sont devenus une référence pour les enfants. Et il a inscrit avec ses fables les animaux dans des stéréotypes qui existent encore aujourd'hui. Donc le renard va être rusé, la fourmi est travailleuse, la cigale est gaspilleuse, on a le loup qui est sanguinaire. Pourquoi j'ai mis fourmi? Pardon, c'est le chat qui est hypocrite. Le chat est hypocrite, je ne sais pas d'où ça sort. Et puis le lion, le symbole de la puissance, le roi de la jungle qui, lui, est puissant, cruel et orgueilleux. Donc c'est sans doute une parodie du roi à l'époque, et puis sa cour. Enfin, voilà. C'est vraiment tiré de scènes de la vie quotidienne à partir d'observations des animaux, et il a croisé tout ça. Donc l'humain, bon, on en parlait tout à l'heure avec Odile dans la voiture, il y a forcément des expressions qui font appel à des animaux qu'on utilise dans la vie de tous les jours, même si on sait que c'est pas vrai. C'est des choses qui sont ancrées dans notre esprit, dans nos traditions littéraires depuis très longtemps. Alors petit aparté, parce que on a vu ressortir, en tout cas moi j'ai vu ressortir, et je me suis intéressée à Ésope suite à une publication scientifique. Peut-être que parfois la fiction rejoint la réalité, ou la réalité rejoint la fiction. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il y a des choses qui étaient mentionnées dans ces fables qui finalement reflètent une réalité biologique. Et il y a des chercheurs de l'université de Cambridge qui travaillent sur les corbeaux qui ont voulu voir si la fable d'Ésope, qui racontait l'histoire du corbeau et du pichet, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un corbeau qui a soif et qui trouve un pichet avec juste un tout petit volume d'eau en bas de la cruche. Et avec son bec, il n'arrive pas à rejoindre le peu d'eau qu'il y a au fond. Donc la morale de l'histoire, c'est quand il y a un besoin, il y a un moyen, et le corbeau va rajouter des pierres dans le pichet pour faire monter le volume d'eau. Ça va avoir pour effet de faire monter le volume d'eau, et ce qui va lui permettre de boire. Donc il y a des chercheurs qui se sont demandé si c'était uniquement une fable, si c'était de la fiction, ou si c'était une situation qui pouvait être véritablement rencontrée dans la vie réelle. Donc ils ont fait des expériences qui ne va pas partir, je pense, sinon ce ne serait pas drôle. Ah, il ne trouve pas le codec. Il ne trouve pas le codec. Tu veux un verre d'eau, Anso? Non, ça va, c'est gentil. Je te ferai un signe si je me dessèche. Tu veux des cailloux? Alors, comme à chaque fois, on va rechercher.
C'est une photo, une vidéo qui est en libre accès avec l'article, mais il faut quand même vouloir aller chercher l'article. Ah oui. Hop. Peut-être qu'il faut que tu ressortes quand tu reviens. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça passe par là ou par là. Ah. Donc, ce sont des corbeaux qui ont été élevés en captivité, donc ils sont testés dans leur cage de vie. Donc, il y a d'abord l'expérimentateur qui apporte le problème. Donc, vous voyez ici, il y a la colonne d'eau, il y a un petit verre qui flotte grâce à un petit bout de liège. Et le corbeau prend des informations sur la situation. Donc il introduit son bec, il veut qu'il ne peut pas, il regarde sur le côté, puis l'expérimentateur lui apporte des cailloux. Et le corbeau va mettre des pierres dans l'eau. 2, ça ne suffit pas, donc il en fait une troisième. Et à la troisième, ça fonctionne, il récupère son petit verre de fer. Bon. Il avait lu la femme. Il a lu la fable. Et j'ai trouvé des vidéos qui relatent cette fable. Ce qui est rigolo dans la vidéo, c'est que c'est une petite coccinelle qui vient lui donner la solution. Il dit, tu vois, si tu mets des cailloux dans l'eau, ça va faire monter l'eau. Donc c'est assez rigolo, puisque les invertébrés, on en reparlera tout à l'heure, ne sont pas forcément les animaux auxquels on pense en premier pour trouver des solutions adaptatives et intelligentes, entre guillemets. Donc ça fonctionne. Alors, à l'envers de d'habitude, je trouve ma souris. Donc c'est pas que de la fiction, hein. Aesop avait été visionnaire, il avait peut-être observé, je vous disais, un corbeau face à des problèmes et en train de faire ça, et il avait fait le lien, il s'était servi de ça pour écrire ses fables. Et c'est marrant parce que les corbeaux, on peut même les observer qui récupèrent les marrons ou les noix et ils vont les jeter sur la table du tram pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Dans plein de pays, ils utilisent des outils, ils façonnent des outils. On est une spécialiste des corbeaux. Il vous fera une conférence dans... Oui, c'est prévu. C'était prévu. C'est prévu. Sur ce qu'on appelle la cognition des corbeaux et tous ces comportements un petit peu sophistiqués qui leur permettent de résoudre des problèmes. Article dans le journal. Ah. Donc là, je vous parlais de l'animal dans la littérature en général et surtout la littérature pour enfants, pour adultes, pardon. L'arrivée des animaux dans la littérature jeunesse est plus récente par rapport à nous, puisqu'on peut dater les premiers livres des années 1900 en Angleterre avec les aventures de Pierre Lapin par Béatrix Potter. Et en France, c'est Babar, le premier livre qui a utilisé un animal dans une histoire pour enfants. Donc Béatrix Potter, en fait, elle ne se destinait pas forcément à l'écriture, mais elle a inventé des histoires qu'elle racontait à l'enfant au fils, je crois, de sa gouvernante qui était malade. Donc, pendant sa convalescence, elle le veillait à son chevet et elle lui a raconté l'histoire de 4 petits lapins et ça a donné plus tard, je crois que c'est son mari qui a dû la lancer là-dessus. Et donc elle a créé les histoires de Pierre Lapin. Et puis Babar, je pense que vous connaissez tous. Moi j'ai découvert plein de choses. Hein. Je connaissais Jeannot Lapin, mais je ne connaissais pas Pierre Lapin. Et ce qui est marrant dans ces albums, c'est que dans les premières pages, l'animal est à 4 pattes, le lapin est à 4 pattes, il est nu, on voit les petits frères lapins qui gambadent dans la campagne. Et puis au fil des chapitres, ils se redressent, ils s'habillent, la mère leur met des vêtements, ils vont à l'école, etc. Donc il y a une sorte de progression comme ça dans l'histoire sur leur apparence générale. Alors il y a des études, encore plus récemment par rapport à aujourd'hui, qui se sont intéressées à la fréquence d'apparition des animaux dans les albums jeunesse.
Donc Marriott, c'est un enseignant britannique au départ, il enseignait dans le primaire et il a ensuite rejoint l'université pour enseigner dans les sciences de l'éducation justement. Et donc il a analysé 1064 livres illustrés pour enfants en langue anglaise et il s'est aperçu que dans presque 50% des ouvrages, les histoires mettaient en scène des animaux, avec une représentation de plus de 60 espèces différentes. Et parmi ces 521 histoires, 25% seulement présentaient l'animal dans un contexte un petit peu biologique, c'est-à-dire un zoo, la mer, la ferme, ou un animal au cours des saisons. Donc on voit que l'animal est quand même assez présent dans la littérature jeunesse. Donc c'est une étude qui date de 2002. On a des études plus récentes qui proviennent d'une chercheuse d'une université américaine qui, elle, s'est basée sur le top 10 des 100 meilleurs livres pour enfants de tous les temps parus dans le magazine Time, qui est un grand magazine, un grand journal américain. Alors je vous ai mis ici juste les versions françaises des ouvrages que je connaissais, que j'ai lus moi petite quand j'étais abonnée à l'école des loisirs. Max et les Maxi Monstres, Bonsoir Lune, Petit Ours ou l'histoire la vérité sur l'histoire des 3 petits cochons. Et donc c'est pareil, hein, dans le top 10, on retrouve des histoires dans lesquelles il y a soit des monstres imaginaires, donc qui sont plutôt dans le registre fantastique, ou des petits ours, ou des petits cochons qui ont des aventures de petits humains. Et puis une étude très récente, là pour le coup, qui est parue l'année dernière, c'est des chercheurs aux Pays-Bas qui ont eu la même démarche. Ils prennent, alors en général, soit ils prennent les ouvrages qui sont les plus lus dans les écoles, soit ils prennent une base de données qui recense tous les ouvrages lus, relus au Canada, je crois. Enfin, il y a des bases de données qui recensent tous les ouvrages par tranche d'âge, et ils regardent le contenu de l'histoire. Est-ce qu'on a des animaux dans telle ou telle situation, quelle apparence ils ont. Et à chaque fois, on remarque que l'animal est très présent, et de plus en plus, là aux Pays-Bas, on a quasiment 80% des histoires qui mettent en scène des animaux. Et l'animal est vraiment le personnage central au cœur de l'intrigue. Et 77% de ces animaux sont anthropomorphes. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Donc ils ont un petit peu détaillé, tout à l'heure je vous parlais d'une 60aine d'espèces dans les revues anglaises. Ici, ce qu'il est frappant de remarquer, c'est que majoritairement, ce sont des mammifères qu'on va retrouver dans les histoires. Donc vous avez ici la fréquence d'apparition dans les histoires. Vous voyez que les araignées, elles sont moins d'1%, dans moins d'1%, et les autres invertébrés, puisque là on a des anémones de mer, des coraux, on a des bivalves, donc les moules, les huîtres, les palourdes, etc. Les échinodermes, les méduses, les céphalopodes, donc tout ça ce sont des invertébrés, vous voyez, c'est moins d'1% à chaque fois, pour ce qui concerne les invertébrés. Les chefs, les boss, c'est les mammifères, et puis les oiseaux. Et parmi les mammifères, arrivent en premier les canidés. Donc le chien, c'est l'animal domestique par excellence, c'est l'animal préféré des enfants. Les chats, un petit peu, les bovidés aussi, l'ours. Alors dans les animaux sauvages que lui a appelés exotiques, c'est surtout l'ours. Et puis il y a le lion aussi qui revient de temps en temps, mais vous voyez, on a le chien le plus présent. Et puis à la fin, on a des choses comme des cerfs, des chevreuils, des daims, des caribous. Et puis toujours les insectes. Alors bizarrement, les corbeaux, maintenant on en parle beaucoup, mais dans les histoires pour enfants, c'est pas un animal qui est très populaire. Donc on a un souci, quand on regarde ce tableau, par rapport à la surreprésentation des mammifères dans les histoires.
Donc la représentation des animaux est fortement biaisée en faveur des vertébrés et en particulier les mammifères. Et au sein des mammifères, donc ce sont les personnages principaux des histoires. On a des espèces charismatiques, le lion, l'ours, et puis les animaux domestiques qui arrivent en deuxième place. Alors pourquoi ça pose un souci? Alors ça pose plusieurs soucis. C'est que les oiseaux, les insectes, les poissons osseux sont représentés moins fréquemment et souvent en tant que personnages secondaires. Donc on essaye, nous biologistes, d'allonger l'échelle de la nature en disant il n'y a pas d'espèces supérieures et d'espèces inférieures. On essaye de l'horizontaliser. Et là on voit que dans les histoires pour enfants, on remet cette espèce d'échelle de la nature avec des espèces en haut, supérieures, et puis des espèces pas très importantes en bas. En plus, les espèces qu'on voit dans les ouvrages sont des espèces que les enfants voient le plus fréquemment autour d'eux. Je ne parle pas des espèces sauvages, mais le chien, le chat, la vache, la poule. Donc ça n'ouvre pas l'esprit des enfants à toute l'étendue de la biodiversité, à tous les animaux qui les entourent, sachant que les invertébrés représentent plus de 95% de la biodiversité mondiale. Donc on résume. En fait, on fait d'une minorité une généralité. Et comme en plus, on va le voir après, ce sont des animaux qui sont très fortement anthropomorphisés, le message qui peut être reçu dans ce contexte-là, c'est les animaux qu'on vous présente sont ceux qui sont peut-être le plus susceptibles de ressentir des émotions, de ressentir de la douleur, de se comporter comme vous, petits enfants. Donc on façonne déjà un petit peu alors que le livre c'est vraiment l'outil d'interaction entre la culture et l'enfant. Enfin, c'est un outil qu'il ne faut pas négliger et qu'il ne faut pas utiliser n'importe comment. Donc c'est tout l'intérêt de ces études pour essayer d'éveiller un petit peu les esprits. Donc on peut se demander si les biais constatés peuvent empêcher les enfants de développer une compréhension précise de la diversité animale. Je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais le vocabulaire aussi qui est employé souvent est assez pauvre. On reste au niveau de la famille, on va dire, il y a un insecte, on ne va pas dire quel insecte c'est, ou on va dire l'oiseau noir alors que c'est un merle. Et ça c'est alors moi qui ai des enfants, c'est un appauvrissement que je constate souvent, c'est qu'on a l'impression que parce qu'on s'adresse à un petit, on va utiliser des mots simples, alors qu'ils sont hyper ouverts et ils ont le cerveau qui est prêt et qui est prêt à capter tout ce qu'on leur dit. Si c'est un merle, un rouge-gorge, un pigeon ramier, un pigeon nain, il faut pas leur dire oh regarde les oiseaux. Il faut essayer d'enrichir leur vocabulaire, leur connaissance le plus possible pour qu'ils évitent de réduire des animaux à juste une famille ou un groupe. C'est ce qu'on appelle la biodiversité. Il faut les éveiller à ça le plus tôt possible. Alors, je parle d'animaux anthropomorphes ou d'histoires anthropomorphisées. L'anthropomorphisme, c'est une tendance des humains à attribuer des caractéristiques humaines à des animaux ou des objets inanimés. Donc, ça peut être des comportements, des émotions, des états mentaux, etc. Donc, ce qu'on peut retrouver dans les histoires, McCrindle et Odendall ont classifié ça en 4 catégories. On va avoir des animaux réalistes, donc un mouton à 4 pattes qui broute dans un champ. C'est une position naturelle dans un contexte normal pour l'animal. C'est ce qu'ils appellent la situation réaliste. Vous avez des animaux humanisés. Donc c'est un animal qui va quand même avoir une apparence animale, réaliste, mais à qui on va prêter des propos, on va le faire parler, on va lui prêter des pensées, etc. Il y a l'animal fantastique, donc lui c'est un animal imaginaire qui n'existe pas, c'est la licorne, c'est le monstre dans Max et les Maxi-Monstres. Et l'animal anthropomorphe, c'est l'animal qui a une apparence humaine. Donc le lapin qui normalement se déplace à 4 pattes, là il marche sur 2 pattes. Il est habillé, il parle, il va à l'école, il habite dans une maison, il dort dans un lit, il a des comportements de petit humain. Donc moi, quand je parle d'animaux anthropomorphes, je parle de cette catégorie. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a
tant d'animaux dans les histoires? Il y a sans doute une raison. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des histoires sur des petits humains, mais sur des animaux? Il y a des études qui ont montré que les noms des différents animaux font partie des 50 premiers mots prononcés par les enfants. Donc ils disent plus souvent chien et chat que les autres mots, à part papa et maman, évidemment. Qu'ils aient un animal domestique ou non, donc ça c'est intéressant. Ils utilisent souvent les animaux comme personnages de leurs histoires inventées. Donc quand ils se créent des histoires, quand ils se créent des univers, souvent ils ont dans leurs histoires des animaux comme protagonistes, jusqu'au vers l'âge de 6 ans. Ils rêvent plus souvent d'animaux avant l'âge de 5 ans que des enfants plus âgés. Ils préfèrent des histoires avec des animaux plutôt qu'avec des personnages humains. Quand on les questionne, ils préfèrent à choisir qui est un petit animal plutôt qu'un humain. C'est l'effet cute, que les Anglais appellent l'effet cute, c'est que c'est mignon, c'est fluffy, c'est comme une peluche. Ils préfèrent, c'est peut-être plus dépaysant pour eux aussi. Et puisque je vous ai mis là, c'est le test de Rorschach. Ils voient plus souvent des animaux que les adultes dans le test de Rorschach. C'est des taches d'encre un peu aléatoires, et puis on dit qu'est-ce que vous voyez. Et les psychologues utilisent ça pour inférer un petit peu notre développement psychologique. Donc c'est une préférence marquée des enfants pour les animaux dans la littérature. Et ça, les auteurs et les éditeurs l'ont bien compris, et sans doute qu'ils en usent et en abusent. Mais c'est aussi une préférence marquée des auteurs. Alors l'intérêt d'utiliser des animaux plutôt que des humains dans les histoires, c'est pour créer une distanciation, pour poser une distance émotionnelle entre l'enfant et le contenu de l'histoire. Ce qui va leur permettre d'aborder des sujets un peu complexes, comme la mort, comme le divorce, comme la différence, le handicap. Des sujets un peu sensibles qui seraient plus compliqués à aborder avec des personnages humains. Et l'avantage aussi des animaux, c'est que c'est pas genré. On peut, dans une histoire, facilement se moquer d'un âne qui a un petit handicap, qui est boiteux, etc. Ça ne va pas transférer, ça ne va pas inscrire un stéréotype. Le petit garçon ou la petite fille est handicapé, c'est un âne. Je ne sais pas si c'est un mâle, si c'est une femelle. Donc l'absence de genre va aussi permettre toute une manipulation dans les histoires sans traumatiser l'enfant, sans qu'il s'identifie trop au personnage. Et puis, bon, c'est ce que les psychologues disent, hein, ça aurait aussi un pouvoir structurant, donc l'absence de genre, ça leur permettrait de s'identifier, mais sans que ça crée de clichés, de stéréotypes dans leur esprit. Donc les auteurs font plus facilement passer des messages avec des animaux qu'avec des enfants. Il y a des études qui ont montré que la présence de petits tirettes, des petits trucs à manipuler dans les histoires, ou les choses à toucher, les fenêtres à soulever, les machins animés, enfin ça se fait beaucoup maintenant, avait un effet distracteur sur l'apprentissage chez l'enfant. C'est-à-dire que si on raconte une histoire à un enfant, à un groupe d'enfants sans animation, et puis la même histoire avec des animations à un autre groupe d'enfants, et qu'ensuite on les questionne sur le contenu du livre, les enfants qui n'ont pas eu ces effets distracteurs vont mieux restituer des informations qu'ils ont apprises dans le livre. Donc c'est une visée pédagogique au départ, c'est pour qu'il y ait plus d'interaction entre l'enfant et le livre, et puis finalement on se rend compte que ouais, l'enfant il va bien s'amuser, il va soulever, il va regarder, il va tirer, il va le faire 40 fois, et il va finir par l'arracher, souvent. Mais l'effet pédagogique derrière ne sera pas au rendez-vous. Donc voilà, en pensant faire bien, on fait moins bien, ou peut-être qu'en sachant ça, il faut raconter un petit peu différemment les histoires, ou le faire interagir avec le livre un petit peu différemment que juste le laisser jouer avec toutes ces petites animations. Donc sachant que ces caractéristiques-là du livre ont un effet sur l'apprentissage de l'enfant, on peut se poser la question de l'effet de l'anthropomorphisme, de l'anthropomorphisation des personnages dans les livres sur le développement cognitif des jeunes enfants. Donc les études qu'on a trouvées vont s'intéresser d'une part à
à l'acquisition de nouvelles connaissances sur l'environnement, sur la biologie, et d'autre part sur le développement des comportements prosociaux. Donc dans cette étude, alors j'ai été très surprise de trouver aucune étude française là-dessus. Ça, ce sont des études nord-américaines. Il y a quelques études plutôt... Alors c'est toujours les Américains, mais qui font des études dans plusieurs pays du monde, mais on n'a pas d'études vraiment européennes sur la littérature française ou des choses comme ça. Donc ça, ce sont des histoires pour les petits Américains qui ont été faites par des psychologues. Donc l'idée de cette étude-là, c'est d'essayer de voir quel est l'effet de l'anthropomorphisme sur une tâche de raisonnement biologique. Donc, deux groupes d'enfants, encore une fois, des enfants âgés de 5 ans, un groupe auquel on va raconter une histoire qui met en scène des oursons anthropomorphisés, et une histoire, alors c'est pas une histoire, mais on va raconter des choses à l'enfant sur des ours à partir d'une encyclopédie animale, la première encyclopédie pour les enfants. Donc ça parle d'ours, on leur parle d'ours dans les deux cas, ça dure 3 minutes, on ne fait pas toute l'encyclopédie. Soit des ours anthropomorphes, soit des ours vrais. Alors il y a 4 phases dans l'étude. Il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase d'amorce, il y a une phase d'entraînement qui n'est pas sur le tableau, et puis il y a la phase de test, d'induction à proprement parler. Donc il y a un expérimentateur qui reçoit les enfants. Il lui distribue soit un dessin tel qu'il est représenté ici d'un humain ou d'un chien, donc il y a la moitié des enfants testés avec l'humain, la moitié des enfants testés avec le chien. Et on lui explique que ce chien ou cet humain a une nouvelle propriété biologique qu'ils ont appelée ici un andro. Donc c'est un mot qui n'existe pas, c'est une propriété qui n'existe pas, mais c'est pour essayer de leur apprendre cette nouvelle notion. Et il leur explique que l'andro, c'est quelque chose qui est arrondi, qui est plutôt vert et qui se situe à l'intérieur. L'expérimentateur dessine sur son dessin et puis il demande à l'enfant s'il peut dessiner aussi l'andro sur son dessin. Donc ça, c'est la première phase d'apprentissage où on enseigne à l'enfant qui a cette propriété chez un chien ou chez un humain. Et on s'assure qu'il a bien compris ce que ça voulait dire à l'intérieur, etc. Donc ça, c'est la phase d'enseignement. Ensuite, on va raconter 3 minutes d'une histoire, soit d'une famille d'ours anthropomorphes, soit l'encyclopédie. Et puis, la petite astuce, parce que moi, je n'ai jamais travaillé avec des enfants de 5 ans, mais pour avoir entendu des collègues, c'est pas facile de toujours maintenir leur attention sur une tâche et faire en sorte qu'ils aient bien compris ce qu'on leur demande. Ils ont utilisé des petites marionnettes de doigts. Et donc l'idée, c'est que les marionnettes, l'expérimentateur posait des questions aux marionnettes, et les marionnettes se contredisaient tout le temps. Et c'était l'enfant qui devait dire qui des deux marionnettes a raison. Donc on n'induisait pas l'enfant vers le oui, il a raison, non, il a raison, on cherchait à savoir ce que l'enfant lui avait compris. Donc là, par exemple, il disait, il y a une marionnette qui dit « Ah, c'est un chien ». Et l'autre dit « Bah non, c'est pas un chien, c'est une chaise ». Et l'expérimentateur disait à l'enfant « C'est quoi la bonne réponse, qui a raison ?» Il disait « C'est un chien ». Ils s'assuraient déjà qu'ils avaient bien compris que c'était un chien. Et ils ont joué comme ça, en leur présentant ensuite, pendant la phase d'induction, ils ont demandé, en montrant des photos de différents animaux, est-ce que l'ours a un andro à l'intérieur de son corps. Donc il y avait une marionnette qui disait oui, une marionnette qui disait non, et l'enfant disait oui ou non. D'accord ? Donc ils ont regardé l'effet de l'histoire. Est-ce qu'une histoire qui m'enseigne des animaux anthropomorphes vont induire les enfants vers un type de raisonnement, ou est-ce qu'une histoire avec des réalités biologiques vont donner des résultats différents? Et les résultats sont effectivement différents. Les enfants de 5 ans à qui on a lu un livre d'histoire réaliste sur les animaux ont montré un raisonnement biologique, c'est-à-dire qu'ils ont attribué ces nouvelles propriétés biologiques aux animaux et aux humains de la même manière. Donc ils ont considéré que l'humain et l'animal étaient des espèces animales différentes, mais étaient quand même, ils avaient une vision animale qui incluait bien l'animal. Alors que pour les enfants du même âge qui ont lu l'autre histoire, eux avaient plutôt tendance à positionner l'humain comme un prototype, comme un animal prototypique, plutôt que comme un animal comme les autres.
Donc la même histoire racontée de deux façons différentes va entraîner des résultats différents sur les enfants. Dans une autre étude, alors elles se suivent dans le temps et il n'y en a pas beaucoup, donc je vais pas, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous assommer parce qu'il y en a quand même peu. Il y a beaucoup d'études de réflexion ou de modèles, mais il n'y a pas beaucoup d'études expérimentales. Toujours sur des tranches d'âge similaires, entre 3 et 5 ans. Cette fois-ci, ils ont choisi des animaux inconnus. Donc ils ont fait des tests avant pour être sûr que les enfants ne savaient pas ce que c'était. Ils ont montré des images, ils leur ont dit qu'est-ce que c'est. Et souvent les enfants ne connaissaient pas. Capybara, vous connaissez? C'est des gros cochons d'Inde sud-américains, je vous en montrerai tout à l'heure. Le pivert, on connaît, mais on n'en voit pas forcément beaucoup. Et le poisson-main, je ne connaissais pas, c'est ça. Donc vous voyez, c'est pas juste un poisson, hein, c'est un poisson-main. C'est un poisson pas tout à fait comme les autres. Donc ils ont fabriqué des histoires. Là, c'est les chercheurs, les expérimentateurs qui ont fabriqué des histoires, soit avec un capybara, soit avec un pivert, soit avec un poisson-main. Ils ont fait 3 histoires différentes. Et chaque histoire donne 3 informations sur l'animal, où il vit, ce qu'il mange, et un fait intéressant. Par exemple, sur le pivert, il disait le pivert se met sur les fesses du rhinocéros, se pose sur le dos des gros animaux comme le rhinocéros. C'est un fait intéressant qui est caractéristique du pivert. Donc il leur raconte cette histoire avec ces 3 informations-là. Et il ne le raconte pas de façon équivalente. Donc là, vous avez le cabinet, là, le capybara. Donc c'est un gros cochon d'Inde qui peut faire 1 mètre et 50 kg. C'est un gros cochon d'Inde. Là, vous avez le pivert. Et soit le lecteur, l'expérimentateur, va lire l'histoire avec un langage factuel. Par exemple, une fois les petits endormis, les grandes oreilles de la maman capybara l'aident à entendre les bruits qui l'entourent. Ça, c'est ce qu'on appelle factuel. On ne donne pas plus d'informations que la base. Soit, on va utiliser un langage anthropomorphique. Là, on va faire parler la mère qui va dire à ses petits « N'ayez pas peur, dit-elle. J'écouterai les bruits avec mes grandes oreilles pour assurer notre sécurité. » Donc la même histoire, les mêmes images, avec des animaux qui ne sont pas du tout anthropomorphes, mais avec un langage qui va être anthropomorphique. Donc voilà le capybara, ça ressemble à ça. Et donc après avoir écouté cette histoire-là, l'expérimentateur va poser des questions aux petits. Donc là, vous avez les 3 types de questions qui vont lui être posées. Des questions sur les données factuelles, puisqu'on leur apprend où il vit, ce qu'il mange et un fait intéressant. Donc par exemple, les capybaras mangent-ils de l'herbe? La bonne réponse, normalement, c'est oui. Les capybaras dorment-ils dans les arbres? Ça, c'est aussi une donnée factuelle, c'est ce qu'on leur a dit dans l'histoire. Normalement, la réponse est non. Ensuite, il y a des questions contrôle, donc des questions qui portent sur des choses qui n'étaient pas mentionnées dans l'histoire, pour voir un petit peu quelle est la façon de raisonner des enfants, ou en tout cas leur connaissance ou leur façon de répondre un petit peu au hasard. Donc, les capybaras savent-ils creuser? Ou les capybaras peuvent-ils sauter haut? Ça, ils n'en ont aucune idée. Et puis, il y a 2 questions anthropomorphes, donc qui font appel à un raisonnement anthropomorphique. Les capybaras parlent-ils? La bonne réponse, c'est non. Et les bébés capybaras prennent-ils des bains? Normalement, la réponse, c'est non. Et donc ça, ils font les 6 questions équivalentes pour les 3 animaux dans les 3 histoires différentes. Alors, ce que l'étude a montré, c'est que les enfants répondent mieux aux questions factuelles qu'aux questions contrôle. C'est normal, normalement, c'est ce qu'on vient de leur raconter dans l'histoire, mais en tout cas, ils l'ont appris, ils l'ont retenu, ils sont capables de répondre correctement à la question. Donc, quel que soit l'âge, ils peuvent apprendre des informations factuelles à partir d'un livre. Ce qui va changer, c'est que la réponse aux questions anthropomorphiques, parle-t-il, dorment-ils et prennent-ils des bains, etc., va dépendre de la façon dont on a raconté l'histoire. Et donc là, les enfants ont plus tendance à attribuer des traits humains aux animaux réels quand le récit était anthropomorphique.
Donc le type de langage utilisé a un impact sur l'apprentissage de l'enfant. Je ne sais pas si vous allez raconter des histoires à vos enfants de la même façon à partir de demain. Moi je me dis, mince, comment on va faire? Mais il y a des solutions. Donc on voit que voilà, le récit, la façon dont on parle, a un impact sur l'apprentissage des enfants. Maintenant, dans la deuxième partie de l'étude, ils ont repris des animaux. Donc ils n'ont pas mis d'illustration du poisson brun dans la partie, mais ils ont présenté les animaux soit dans un univers réaliste, soit dans un univers anthropomorphique. Donc là, les petits mangent de l'herbe, mais ils la broutent. Ici, les petits mangent de l'herbe, mais elle leur est servie à table, dans des bols, et c'est maman qui sert le repas. Donc ils ont fait, c'est compliqué, mais ils ont fait soit une histoire pas du tout anthropomorphe, donc no anthropomorphism, c'est des animaux réalistes avec un récit factuel, soit full anthropomorphism, c'est des dessins très anthropomorphiques avec un récit très anthropomorphique, et puis ils ont fait les deux conditions croisées. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que, alors, ils ont fait un pourcentage de réponses correctes. En gros, plus le score est élevé, moins il y a d'anthropomorphisme. Et vous voyez que les enfants répondent de façon très factuelle et d'une meilleure façon quand ils n'ont pas eu du tout d'anthropomorphisme dans l'histoire, ni dans les dessins, ni dans le récit, par rapport aux enfants qui ont eu un full anthropomorphisme, où là, c'est ceux qui font le plus d'anthropomorphisme dans leur réponse aux questions. Puis là, on a des niveaux intermédiaires, on a une tendance. Le contrôle, c'était des images, on leur montrait des images d'animaux, on leur posait des questions pour essayer d'évaluer le niveau spontané d'anthropomorphisme dans leurs réponses, quand on leur avait rien dit sur le sujet. Donc les enfants de 3 et 5 ans ont appris des informations factuelles à partir des livres avec des illustrations anthropomorphiques. Donc ils sont capables quand même d'apprendre des informations. Mais quand on combine images et récits, c'est là que tout déraille. Les enfants sont moins enclins à apprendre des faits nouveaux et en plus, ils font l'anthropomorphisme. Dernière étude, puisque c'est une de celles qui a été le plus couverte au niveau médiatique. Vous allez la trouver sur tous les blogs, dans tous les journaux. C'est l'histoire du petit raton laveur qui apprend à partager. Le partage, c'est une tâche qui est beaucoup utilisée en psychologie apparemment pour étudier les comportements prosociaux chez l'enfant, donc le partage, l'empathie, etc. Toujours la même tranche d'âge, 4-6 ans, je vous ai dit, c'est des enfants, les pré-lecteurs, ce qu'ils appellent les pré-readers. Je ne vous ai pas parlé de la méthode parce qu'évidemment on fait confiance aux chercheurs, ils ont bien fait leur contrôle, ils ont bien équilibré les sexes, les âges, etc. entre les groupes. Et donc là, l'idée, c'est de proposer à des enfants de donner une partie de leurs autocollants avant et après avoir entendu une histoire sur le partage. Donc on leur explique qu'il y a des enfants, on leur donne une petite enveloppe avec des autocollants, on leur explique qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance de participer à l'expérience et que s'ils le souhaitent, ils peuvent mettre dans une petite enveloppe des autocollants pour ces enfants. Donc l'expérimentateur ne regarde pas, il n'y a pas de pression à donner ou pas, il se retourne, l'enfant met les enveloppes, les autocollants dans l'enveloppe, hop, il donne son enveloppe, on lui raconte l'histoire et on lui redemande après, on lui dit bon, on te redonne des autocollants, tu as la possibilité, si tu veux, d'en donner aux enfants qui ne sont pas venus écouter l'histoire. Donc c'est ça l'histoire de la tâche de partage. Donc il y a 3 conditions. Il y a cette histoire-là du petit raton laveur qui apprend à partager. Donc ça, c'est l'histoire avec un raton laveur très anthropomorphe. Vous voyez, c'est même une ratonne laveuse qui a une petite robe qui est allée cueillir des framboises multicolores, avec son doudou et sa ceinture et sa jolie robe. Soit la même histoire avec des enfants, des petits enfants humains, soit une histoire contrôle qui n'a rien à voir avec la choucroute, qui parle de germination et de la plantation, donc une histoire un petit peu hors sujet. Et donc ici, vous voyez sur ce graphique, là vous avez en gris foncé les enfants à qui on a raconté une histoire avec des petits personnages humains, les enfants qui ont eu l'histoire avec le raton laveur, et puis les enfants qui ont eu l'histoire sur la germination. Et ici, vous voyez la différence d'autocollants donnés avant
et après l'histoire. Enfin, ils ont fait avant et après l'histoire. Et on se rend compte, alors c'est pas foufou, hein, c'est un autocollant de plus, mais en tout cas, il n'y a que chez les enfants qui ont entendu l'histoire mentionnant des enfants qu'il y a eu plus d'autocollants donnés aux enfants absents. Ceux qui ont eu l'histoire du raton laveur, ben, ils ont donné un peu avant, mais ils ont dû se dire que c'était suffisant, donc ils n'ont pas redonné après. Mais ils ne sont pas plus égoïstes, ça ne change pas leur propension à partager, puisque là, le no-control nous dit que de toute façon, après, sans doute, je vous disais un peu en plaisantant, mais comme ils ont déjà donné avant, bah, l'histoire ne les a pas convaincus, en tout cas, elle n'a pas accentué ce comportement de partage. Donc ça a quand même bien un effet. Donc l'utilisation des livres d'histoire pour enseigner les comportements prosociaux, c'est bien, mais en l'occurrence avec des personnages humains. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu nuancer ces résultats? Il faut toujours, enfin nous en tout cas dans notre métier, on exerce toujours notre regard critique, on se dit est-ce qu'on prend les résultats comme ça, est-ce que pour argent comptant et c'est comme ça? Si on regarde l'étude de ces chercheuses canadiennes, c'est une étude qui a été faite à Toronto, celle que je vous présentais avant, les enfants des groupes, je vous disais, ils ont bien fait leur travail, ils ont bien équilibré le genre, l'âge, etc., mais ils n'ont pas équilibré les milieux, le contexte environnemental des enfants. C'était uniquement des enfants urbains, vivant en milieu urbain. Donc il y a une étude récente là, de Russell et Kane qui a répliqué cette expérience-là, avec des enfants qui venaient de milieux ruraux et de milieux urbains. Et en fait, il y a pas mal d'études qui montrent que, je vous disais, en fonction de la culture, de l'environnement, les enfants de culture amérindienne ont un raisonnement moins anthropocentré que des petits-enfants européens, par exemple. Des enfants des milieux ruraux qui vivent au contact des animaux, qui ont plus d'interactions avec les animaux, qui voient sans doute une diversité plus grande d'animaux aussi, ont un raisonnement moins anthropocentré que des enfants qui vivent en milieu urbain. Le fait d'avoir des animaux de compagnie, évidemment, peut avoir un effet. Donc les enfants de 3 ans qui ont des animaux de compagnie ont un raisonnement moins anthropocentré que ceux qui n'ont pas d'animaux de compagnie. Et au niveau du partage, il y a une étude qui a montré, ça doit être l'étude de Guillaume, je pense, qu'il y avait plus de partage, un petit peu plus d'altruisme, de générosité chez des enfants des catégories socio-économiques plus supérieures par rapport à des enfants de milieux un petit peu plus défavorisés. Donc, ce n'est pas une vérité générale, ces histoires de raisonnement anthropocentré, le fait de prendre l'humain comme espèce prototypique, ça vient beaucoup de l'environnement, de la profession des parents. Évidemment, quand on est éthologue ou quand on est vétérinaire, on ne va pas parler des animaux de la même façon à nos enfants. Ou quand on est naturaliste, ça peut être aussi indépendant de la profession. En tout cas, il y a plein de facteurs qui vont jouer là-dessus. Donc ça a quand même été montré, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut dire que ça dépend quand même de l'endroit où poussent les enfants. Et puis l'anthropomorphisme, là on parle de l'effet sur des enfants qui sont petits, qui ont un cerveau qui est en construction, qui ne savent pas encore lire, qui ne reçoivent des informations que par la lecture des parents. Si on interroge des plus âgés, donc là c'est des étudiants du secondaire, du lycée je crois, qui acceptent plus facilement les formulations anthropomorphiques dans leurs enseignements de biologie. Et ça n'a pas forcément comme conséquence d'impliquer un raisonnement anthropomorphique et anthropocentré. Et les élèves ont même déclaré être plus impliqués avec du matériel anthropomorphique et ont estimé que cela améliorait leur compréhension. Donc on voit bien que dans le développement de l'enfant, le développement il se produit jusque très très tard dans la vie. Parce que je crois qu'on considère que le cerveau est complètement à peu près façonné 23 ans, 24 ans, 25 ans. Ouais. Donc vous voyez, on grandit, on mûrit longtemps, hein, ça prend du temps. Mais ce qu'on apprend tout petit, on sait que ça a des conséquences quand même sur leur développement plus tard. C'est l'histoire des périodes, des fenêtres sensibles, des moments où quand on reçoit une information,
elle est mieux apprise et elle dure longtemps que quand on la prend à un autre moment. Donc, c'est pas que mal, l'anthropomorphisme. Ça peut, mais ça dépend de l'âge auquel on s'adresse. Alors, qu'en est-il de l'anthropomorphisme en éthologie? Je vous disais, nous, c'est une question un petit peu centrale parce qu'on s'intéresse à des espèces différentes de la nôtre, qui sont parfois très différentes de la nôtre. J'ai un poulpe là sur... C'est plus difficile de faire de l'anthropomorphisme avec un poulpe qu'avec un chien ou un primate non humain, mais on peut quand même être... C'est naturel, hein, c'est une tendance naturelle. C'est pour ça qu'il faut toujours la freiner. Donc mes étudiants connaissent bien cet exemple-là, c'est un article qui est paru dans un quotidien australien, qui relate une histoire déchirante. Bon, j'ai laissé le titre en anglais, ça vous fait travailler un petit peu. Donc c'est un photographe qui se promenait dans un sanctuaire en Australie et qui a été témoin de cette scène-là. Et donc il a raconté, j'ai vu ce mâle s'approcher de la femelle, essayer de la relever. Il voyait évidemment qu'elle était en mauvais état, essayer de la relever, il l'a prise dans ses bras, et puis il y avait le petit à côté, mais il n'y avait rien à faire, elle était morte. Donc le titre de l'article, c'est « Please don't die mom, ne meurs pas maman », un moment déchirant de la mère kangourou rejointe par son petit une dernière fois. J'aurais pu rajouter de la musique par-dessus parce que ça aurait été encore plus convaincant, même si là, ça commence un peu, la lèvre commence à trembler, avant de mourir dans les bras de son compagnon. Anthropomorphisme ou pas anthropomorphisme? Vous remplacez les kangourous par des humains, on y croit à l'histoire. Et puis on est habitué, et puis là tout de suite, ça active dans notre cerveau le circuit des émotions, etc. Bon, ça a fait bondir les scientifiques, évidemment. En éthologie, on parle de faits. Donc c'est comme l'histoire qu'on raconte de façon factuelle ou de façon romancée. Là, on est en train de romancer. Donc si on reprend les faits, et les scientifiques ont repris les faits, ils ont regardé la posture, alors ils connaissent un petit peu les kangourous, ils s'y connaissent en kangourou en Australie. Ils connaissent le comportement des mâles vis-à-vis des femelles, surtout des femelles qui ne sont pas forcément réceptives. Elle a son petit à côté d'elle, peut-être qu'elle donne encore des soins maternels à son petit. Et l'histoire qui vous a tiré peut-être une petite larme, s'avère être une histoire qui est beaucoup moins séduisante, où là on a de la nécrophilie, c'est ça qu'on appelle ça comme ça, où on a un mâle qui est en train d'essayer de s'accoupler avec une femelle morte. Et les scientifiques, puisqu'ils ont sans doute eu accès à d'autres photos que ces deux photos prises, les scientifiques pensent qu'il peut même être à l'origine de la mort de la femelle, parce que les mâles peuvent être un petit peu harcelants, ils peuvent être un petit peu trop sollicitants avec les femelles, et donc les tuer. Hein. Alors, on apprend toujours des choses, même des erreurs, c'est un petit peu l'intérêt. Ce qui a mis la puce à l'oreille des scientifiques, c'est que le mâle, là, il est en état d'excitation sexuelle. Et on apprend des choses, et moi aussi j'ai appris des choses, c'est que chez le mâle, là on voit son scrotum ici. Chez les marsupiaux, les organes génitaux sont derrière le scrotum. Donc là vous voyez qu'il est en érection, il est excité sexuellement, et il essaie de s'accoupler avec la femelle. Donc ça c'est un cas flagrant, un flagrant délit d'anthropomorphisme. On veut y croire, la photo nous y fait croire, mais on n'est plus dedans. Mais on est un peu fautif dans ces histoires d'anthropomorphisme. Il y a une étude qui est parue en 2009 qui s'est intéressée aux muscles de la face chez le chien et chez le loup. Et les chercheurs se sont aperçus qu'il y avait chez le chien ces deux muscles-là qui permettent de redresser la paupière supérieure du chien. Vous êtes plus touché par la photo de droite ou la photo de gauche? Hein? Là, on n'est pas très. Enfin, le loup est réputé pour avoir un regard froid parce que nous, les sourcils, et on s'en est bien rendu compte au moment du Covid avec les masques, la quantité d'expression qui passe par le haut du visage, par les sourcils, la surprise, la colère, la tristesse, on communique énormément avec les
les muscles de la face. Et donc ils ont proposé comme hypothèse que au cours de la domestication, l'humain avait sélectionné ces muscles-là, parce que quand on voit ce chien, voilà, ça active encore une fois dans notre cerveau tout un tas de mécanismes liés aux émotions. Il est triste, il s'en veut, il est mignon, il est nain, il est tout ce que vous voulez. La domestication fait des choses dramatiques pour les animaux domestiques, les chats persans, les bulldogs, les machins. Enfin, on essaye de garder des caractères qu'on trouve très mignons, ce qu'on appelle la pédomorphose. Enfin, c'est tout ce qui va rappeler des traits de petits, de jeunes. Et on aime bien retrouver ça chez nos animaux de compagnie. Donc on est coupable là-dedans, on est coupable dans ce qu'on produit, et puis on est coupable dans ce qu'on interprète et ce qu'on regarde. On entend plein de choses sur les animaux domestiques. Le chat, c'est pareil, vous vous souvenez, le chat, c'est quoi le chat fourbe? Hypocrite. Ah, il est hypocrite, celui-là, il a attendu que et puis il est fourbe un peu, il a attendu que je parte pour me piquer le jambon sur la table. Voilà, on a tous prêté des intentions à nos animaux domestiques. Donc il est voleur, il est jaloux, il est cruel, il est égoïste, il est méchant, ou il veut me faire plaisir. Où il se venge, il a fait ça parce qu'il se venge, il n'est pas content. Donc on va prêter, nous c'est tout l'inverse de notre démarche, on a une démarche de parcimonie, c'est juste une rigueur scientifique, d'essayer de commencer par voir si c'est pas juste des choses qu'on peut expliquer simplement. Vous savez, les chiens qui détectent la mort, ou des choses comme ça. Oui, on sait qu'ils sont capables de percevoir des odeurs, des changements d'odeurs corporelles associés à des maladies, associés à vous savez, les crises d'épilepsie, tous les chiens détecteurs. Oui, ils ont cette capacité sensorielle, c'est pas pour autant qu'ils sont devins et qu'ils prévoient la mort de la personne. Donc il y a plein de cas comme ça dans la vie quotidienne où on va, parce qu'ils vivent à côté de nous et que nous on interagit toute la journée avec des humains et que notre référentiel c'est l'humain, on va leur prêter des intentions bonnes ou mauvaises qui vont avoir pour conséquence peut-être des accidents domestiques, une mauvaise relation humain-animal, parce que quand on commence à voir que notre animal attend qu'on soit parti pour faire des vacheries ou piquer de la nourriture, forcément c'est pas propice à une bonne relation avec notre animal domestique. Donc nous, notre travail, il est là. Donc Odile vous disait, on essaye d'apprendre aux gens à observer, à faire attention à des signaux, à des postures, à des choses qui vont, dans le langage de notre espèce, nous indiquer ces intentions. Alors, on combat l'anthropomorphisme quand même en éthologie, mais ça peut avoir un côté bénéfique, un côté vertueux. Pourquoi je vous montre des photos comme ça? C'est pas pour provoquer, c'est des situations qu'on peut rencontrer. C'est des flagrants délits, encore une fois, d'anthropomorphisme. Mais quel est le côté bénéfique de tout ça? Moi, je ne veux pas. Toi, tu ne veux pas, mais toi, tu es étonnée. Là. On a peut-être le protéger encore plus. D'essayer d'agir pour le bien-être. Alors, à côté de la plaque, mais on veut bien faire. Donc peut-être que l'anthropomorphisme par rapport à la biodiversité, par rapport à nos animaux domestiques, c'est quelque chose qui va nous permettre d'attirer un peu l'attention sur le bien-être animal, sur la préservation de l'environnement, sur le respect de la place de chacun. Donc ça, c'est des choses qui se répandent. Alors c'est surtout dans le pays de l'Est, là-bas, au Japon, ou dans les pays asiatiques, où ils aiment beaucoup, ils font des teintures de zèbres, de tigres, ils ont l'impression d'avoir un animal sauvage. Donc l'idée de base n'est peut-être pas méchante, mais le chien avec un petit manteau, ça va avoir plusieurs conséquences. C'est que d'une part, ça couvre toute la partie arrière. Donc au niveau interaction avec un autre chien, il n'y a pas d'odeur. Il ne peut pas avoir des interactions normales avec un autre chien. Et puis le problème des manteaux, c'est que ça peut augmenter, ça va augmenter la température corporelle, et ça peut être très mauvais pour l'animal. Les petits chaussons à la rigueur. Le Yorkshire, c'est pas forcément le chien le plus adapté à la neige, donc pour pas qu'il se gèle les coussinets. Mais c'est pareil, il paraît qu'il y a des moyens très simples. Si vous mettez la main par terre et que votre main peut rester 5 secondes par terre, le chien, il peut, quand il se balade, rester aussi 5 secondes la patouille par terre. Donc
Voilà, mais tout ça, ça vient souvent d'une mauvaise connaissance des besoins de l'animal et on transpose ce qu'on ferait pour ses enfants, etc. Alors attacher un chien en voiture, c'est pas fou, c'est même bien. C'est pour la sécurité du chien et des passagers. Peut-être dans la façon de l'attacher, il y a peut-être moyen de trouver un truc un peu plus parcimonieux, mais bon, en même temps, il n'a pas l'air hyper malheureux, il s'est endormi. Ou alors il est complètement résigné, il a dit c'est fini, c'est même pas la peine de me bagarrer. Ok, attache-moi et on y va. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ça peut être ce côté vertueux de s'intéresser au bien-être animal et ça peut être un point de départ pour un questionnement et puis après on fait quand même attention. Donc l'éthologie dans tout ça, elle va apporter plein de choses, apprendre à observer les animaux, analyser et interpréter leur comportement de façon objective et contrôlée. Les éthologues souvent ont une réputation de poètes qui regardent les papillons voler dans la nature. Il faut interroger les étudiants qui passent un stage chez nous pour savoir si c'est d'une sinécure ou pas. C'est long, des fois c'est un petit peu long. Fastidieux. Il faut rester concentré, il faut résister à l'envie de sortir le téléphone parce que ça fait 10 minutes qu'il ne se passe rien, mais si jamais il se passe un truc, il ne faut pas le rater. Donc on a une méthodologie qui est rigoureuse, scientifique, on a des hypothèses, on a des concepts, enfin, voilà. C'est pas que de la poésie. Et donc l'idée de tout ça ensuite, c'est d'identifier des signaux des espèces différentes de la nôtre, donc des autres espèces, pour avoir une relation humain-animal harmonieuse. C'est ce qu'on essaye de faire pour éviter les les accidents domestiques, les mauvaises réactions des animaux qui pourraient être anticipées. Sachez que quand ça se passe mal, c'est souvent, comme souvent, c'est une erreur d'origine humaine au départ. Il n'y a pas d'animal méchant, il n'y a que des animaux qui ont prévenu mais qu'on n'a pas su. Donc, est-ce qu'il y aurait des préconisations? Donc là, c'est pas moi qui les fais, c'est les auteurs des différentes études que je vous ai présentées. Il y a un vrai potentiel éducatif des livres d'images, et il ne faut évidemment pas s'en passer, et c'est indispensable, mais qui pourrait être exploité différemment en incitant les illustrateurs, les auteurs à inclure une plus grande diversité d'animaux. Ça, c'est quand même un constat qu'on peut faire. Il faut qu'on voit plus de choses, qu'on voit des méduses qui parlent peut-être, mais il faut qu'on voit d'autres trucs. Pour qu'il y ait plus de diversité dans leurs histoires et leurs œuvres d'art, et plus d'interaction avec les scientifiques. On est là pour ça aussi. Une représentation plus réaliste des animaux avec plus de détails et un vocabulaire approprié. Je vous disais le coup de l'oiseau noir, bon, ça peut être un corbeau, maintenant c'est un merle, donc il y a plusieurs oiseaux noirs. Et puis les parents et les enseignants devraient être encouragés et aidés à sélectionner des livres susceptibles d'élargir les perceptions des enfants et de susciter des discussions sur la diversité animale. S'il vous plaît. Ouais. À ce sujet, je pense qu'il faudrait aussi toucher surtout les éditeurs, car les éditeurs considèrent qu'un vocabulaire un peu trop spécifique ne correspond pas à l'âge de l'enfant, et donc nivelle par le bas. Donc très souvent, oui, mais très souvent, les éditeurs opposent des refus ou donnent des consignes qui vont vers une sorte de lissage des choses. Donc ce ne sont pas forcément les auteurs, peut-être un peu les illustrateurs, mais ce sont surtout les éditeurs qui nivellent par le bas. C'est pour ça qu'il faut plus d'interaction avec les scientifiques. Parce que ça fonctionne. Je vais juste terminer avec ces deux derniers exemples. Il y a une chercheuse américaine toujours qui travaille sur la protection des loris, qui sont des petits primates arboricoles indonésiens, qui sont, alors du côté à l'ouest de Java, qui sont beaucoup utilisés comme animaux domestiques et sont souvent maintenus dans des conditions assez déplorables. Il y a un commerce du loris qui est dramatique. Donc souvent ce sont les hommes qui chassent et ce sont les femmes qui travaillent dans la forêt, dans l'environnement agroforestier, et qui vont plus rencontrer les loris. Donc il y a peut-être un public particulier à cibler. En tout cas, elle est partie de l'école, parce qu'on sait quand même que si on apprend aux enfants, si on éduque les enfants, ça va faire des adultes un petit peu plus éveillés, un peu plus responsables. Et elle a créé son histoire. Donc elle a créé l'histoire d'une mère et de son petit loris.
Et elle est allée distribuer l'histoire dans les écoles, donc elle a fait 115 écoles indonésiennes. Elle a demandé aux enfants de rédiger une petite histoire avant et après avoir lu l'histoire du slow loris dans la forêt. Donc ça ressemble à ça. Donc ils ont fait de l'anthropomorphisme, mais un petit peu. Et peut-être que le message à retenir de tout ça, c'est que l'anthropomorphisme, il est bien s'il est dosé. Donc ils ont gardé une apparence réaliste du petit primate. Il est dans un environnement, il est arboricole, donc il se déplace dans les arbres. Ils les ont juste fait parler. Il faut quand même qu'ils racontent un truc. Si c'est que des images, c'est pas très bon. Donc c'est ce qu'ils ont appelé un anthropomorphisme subtil. Ils expriment des émotions positives. Et ça, on n'a plus honte de le dire maintenant. Hein. Il y a des études scientifiques qui montrent que les animaux ressentent, perçoivent des émotions. Ils parlent, donc ils expriment des émotions et ils parlent. La mère et le petit se parlent. Ils ont maintenu les caractéristiques biologiques, morphologiques et ils ont fait un focus, parce que c'est ce qui manque souvent dans les histoires, c'est parler de l'environnement, parler de l'importance de la forêt, de la protection de l'habitat, etc. Et ici, vous avez en noir les caractéristiques des récits avant et après le récit de l'histoire. Sans aller regarder dans le détail, vous voyez qu'ils ne font pas la même chose avant et après avoir entendu l'histoire. Et en particulier, ils sont plus précis sur des faits, sur des données écologiques, ce qu'ils n'avaient pas avant. Ils parlent plus de conservation dans leur rédaction. Ils utilisent moins d'adjectifs humains pour décrire leurs personnages, moins d'actions humaines, et c'est plus précis. Donc nous, c'est ce qu'on... ça tombe bien. C'est ce qu'on voulait faire. Donc finalement, hein, tout se rejoint. Donc Odile vous en a parlé un petit peu au début. On a depuis plusieurs mois, encore, c'est 2 ans, ça fait quoi? Oui, ça va faire 2 ans. 2 ans, ouais, qu'on a des services civiques qui travaillent pour l'association. Donc Cheyenne fait partie des premières services civiques qui fait ça avec beaucoup de talent. Donc il va dans les écoles, dans les forums, qui promeut la discipline un petit peu partout avec des outils de base de l'éthologue. Alors c'est pas papier crayon, c'est ardoise feutre, je vois, jumet, chrono, voilà, des outils de base en éthologie. Elle va dans les écoles aussi pour parler aux jeunes et puis leur apprendre à utiliser leurs yeux, leurs oreilles et pas toujours leurs mains. Donc on a eu comme projet, puisqu'on travaille sur la resocialisation d'animaux en sortie de laboratoire, et on a eu envie de raconter l'histoire de 2 petits singes, de 2 petits macaques. Jackie et Dexter, parce qu'ils ont une histoire particulière, ils étaient acceptés par aucun groupe. La resocialisation ne fonctionnait pas du tout, donc ça c'est un projet que je mène avec Céline dans le cadre du pôle jeunesse de l'association. Et ces jolis dessins ont été réalisés par Alix, qui est future artiste, étudiante en art en tout cas, et qui a donc représenté Jackie. Donc ça c'est des petites esquisses de Jackie, des petites esquisses de Dexter, qui sont 2 espèces de macaques différentes. Et donc ces 2 rejetés de tous les groupes, finalement, se sont très bien entendus et vivent encore ensemble, sans doute. Donc, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de choses comme ça, mais ils vivent ensemble parce que ce sont des animaux sociaux qui ont besoin de vivre à au moins 2 individus. Donc on avait déjà dans l'idée de raconter leur histoire avec leur contexte, leur environnement naturel. Je pense qu'on va encore plus faire attention aux détails importants. Vous avez vu... la taille de la queue n'est pas la même, ça c'est caractéristique de l'espèce apparemment. La couleur du poil n'est pas la même non plus, et puis il faut qu'ils ressemblent à des macaques, et il faut qu'ils aient des comportements de macaques. Donc ça c'est un projet qui met un peu de temps à voir le jour, mais qui va bientôt se finir. Fin juin dans la boîte. Et voilà, qu'on espère être le premier d'une longue série, parce qu'on a plein d'histoires comme ça de resocialisation et de réhabilitation à raconter, en instruisant et en sensibilisant un petit peu le jeune public sur toutes ces questions-là.
Voilà, donc je remercie tous les membres de l'association, du conseil d'administration, les services civiques, les bénévoles, et puis vous pour être venus ce soir et pour votre attention.